Bonjour à tous, je m'appelle Clément Payette et aujourd'hui je vais vous parler de David B. Bien, David B est donc un dessinateur de bande dessinée et il n'a pas été grand prix encore de la ville d'Angoulême, mais un de ses travaux, une de ses œuvres les plus importantes qui s'appelle L'Ascension du Haut Mal a reçu des prix, notamment au niveau du scénario, dans la ville d'Angoulême. Voilà, alors voici l'autoportrait de David B. Donc il a l'air un petit peu sérieux là pour l'instant. Et on peut reconnaître son style, surtout pour le côté pour son ombrage en fait. C'est-à-dire ici il y a beaucoup de jeux entre le clair et l'obscur. Donc tout petit en fait il a déjà eu un amour en fait pour les illustrations et aussi un peu pour le monde de l'occultisme, avec une revue célèbre qui est sortie à peu près dans les années 70, qui s'appelle Planète, ici on peut la voir. Et en fait, sur toutes ces revues, en fait, à chaque fois, il y avait une illustration. Généralement, c'était de l'art, on va dire, d'autres cultures, cultures orientales, africaines, hein, qui ont beaucoup marqué le petit David. Alors, à l'origine, voilà, il s'appelle David Bochard, et ensuite il a pris son pseudonyme en quittant en fait toutes les lettres de son nom de famille. Donc c'est devenu David B. Il est connu aussi, aujourd'hui connu et reconnu pour son surnom. Donc avant de rentrer dans la revue Okapi, qui était une revue pour les adolescents, il a fait une école d'art qui s'appelle l'école des arts appliqués, ou les ARAP, comme on la surnomme. Et il a rencontré, par exemple, comme un professeur très important qui était, par exemple, Monsieur Pichard. On voit ici une bande dessinée derrière moi de Monsieur Pichard, qui était son professeur aux arts appliqués. Et Georges Pichard, donc, était aussi un grand dessinateur de bande dessinée, qui, à son époque, par exemple, avait fait une histoire avec Wolinski qui s'appelait Paulette, et qui avait marqué beaucoup aussi le jeune David Bochard. Donc David V a eu l'occasion finalement, avec son nom de David Bochard, pardon, il a eu l'occasion de rentrer dans cette revue qui s'appelle Okapi. C'était une revue pour les adolescents. Avant, c'était une revue d'ailleurs pour des enfants un peu plus petits. Et c'est une revue en fait qui mélangeait les sciences et aussi par exemple la bande dessinée. Elle est célèbre par exemple pour avoir fait connaître aux adolescents le monde de Tito. Tito, c'est un artiste de bande dessinée qui avait un style très photographique, très réaliste. Ici, on peut voir une des planches célèbres d'une série célèbre qui s'appelle Tendre banlieue. Donc voilà, c'est un des artistes les plus célèbres de la revue Okapi. Peut-être vous rappelez-vous de Grabotte, qui est ce petit personnage qui est dessiné par Nicole Clavelou, une artiste aussi féministe, donc qui a rendu célèbre son trait et son humour grâce à la revue Okapi et qui a fait naître aussi ce personnage très célèbre dans le monde de la bande dessinée franco-belge, Grabotte. Et donc David Bochard a eu l'opportunité de mettre ses premières bandes dessinées dans cette revue Okapi. Ici, on peut voir justement le titre L'aventure d'Okapi. Donc David Bochard faisait partie de l'aventure. Et justement, un petit côté aventurier dans cette première planche, ou plutôt dans cette couverture de son premier livre qui s'appelle Le Timbre maudit. Donc voilà, toujours dès le début, en fait, David Bochard ou David B, comme vous voulez l'appeler, il est en train de gérer toute une esthétique un peu mystérieuse avec ces animaux anthropomorphiques qui sont sur un piano aussi, un piano anthropomorphique aussi. Et donc voilà, on va dire que cette thématique, David Bochard va la garder pardon, toute sa carrière. Ici, on peut voir par exemple cet animal sur de tapir ou de tamanoir. En fait, il va garder un petit peu l'esthétique de ce personnage qui a l'air un peu taché d'ombre. Il va la garder plus tard pour faire un personnage peut-être plus personnel qui s'appelle Zèbre. Voilà, ce personnage qui s'appelle Zèbre, qui a, en fait, on va dire, qui est un peu entre deux mondes, puisqu'il a toujours un peu des ombres sur lui, comme un zèbre ou comme des taches noires sur lui. Et en fait, ça signifie un petit peu son appartenance au monde des vivants et au monde des morts. C'est aussi une thématique qui va se retrouver souvent dans, dans les histoires, dans les bandes dessinées de David B. C'est cet équilibre un peu entre le monde des vivants et le monde des morts. En fait, il a été inspiré
de cet échange un peu, grâce à cette revue que, comme je disais tout à l'heure, de Planète, hein, qui parle beaucoup d'occultisme, hein, alors qui génère un peu des thématiques, on va dire, hors la réalité. Donc par exemple, on peut dire que David B aussi a été influencé par des contemporains de son époque. On peut penser par exemple à cet artiste, ce dessinateur de la revue Fluide Glacial qui s'appelle Fwester. Et là, on peut remarquer que ce jeu de noir et blanc et ce côté aussi fantastique que va garder beaucoup David Bochard, par exemple dans la planche suivante de Zèbre, où Zèbre va amener une sorte de bandit au diable en personne. Ici, on peut remarquer aussi un type d'esthétique, justement, comme je parlais autour de la mort, on peut remarquer aussi une esthétique proche de Jérôme Bosch, par exemple. Quand Jérôme Bosch représentait les enfers, il y a beaucoup d'animaux anthropomorphiques ici. Par exemple, je pense que cet oiseau aussi a été tiré finalement de l'esthétique de Jérôme Bosch. Ensuite, David B en fait va garder une sorte d'esthétique un peu propre à lui-même et il va rencontrer surtout une bande d'amis qui va créer l'association en 1990 et lui il va faire partie de l'aventure dès le départ. D'ailleurs, je crois que ça va être le premier qui va avoir son livre d'édité par l'association. Ici, c'est un des petits livres qui fait partie d'une collection spéciale de l'association. Et on remarque déjà dans cette petite histoire qui s'appelle La bombe familiale, donc qui est toujours empreinte de fantastique, forcément, on peut voir que les traits de David B ont un peu changé. Ces personnages ont plutôt une bonhomie, ici notamment, le personnage principal. Et on remarque maintenant beaucoup plus son amour pour le clair-obscur, pour ce jeu d'ombrage qui va faire des jaloux. D'ailleurs, même Lewis Trondheim, par exemple, dont on a parlé dont j'ai parlé pardon, dans une autre capsule, dira lui-même qu'il est totalement jaloux hein, de ce jeu d'ombre que sait faire David B. Et là, on le voit très bien ce jeu d'ombre ici quand cette famille regarde la télévision. Finalement, avec peu de lumière, on va dire, ou avec peu de blanc, il arrive à nous faire entrer dans toute une atmosphère. Non. Finalement, comme je disais, cette bonhomie, euh, on va dire qu'il a inspiré aussi dès le début de sa carrière. Finalement, il aurait pu aussi inspirer, il a dû inspirer, j'imagine aussi Bruno Hetz, qui était assez proche aussi du mouvement de l'association, pour son personnage principal dans ce policier de la Cambrousse. En fait, j'ai l'impression que cette esthétique a été repris de David B. Quand David B avait cette sorte de bonhomie dans son dessin. Un des chefs-d'œuvre qu'il va faire dans l'édition de l'association, c'est le Tengu ou le Tengu carré. D'ailleurs, c'est emprunt, encore une fois, de toute la légende japonaise. Hein, David B adore en fait se nourrir de toutes les cultures, comme il faisait petit dans ses fameuses revues de Planète. Ici, donc, il est tombé amoureux de la culture japonaise. Et ici, encore une fois, il va jouer avec son esthétique de l'ombre, comme on voit ici, mais aussi il va donner à l'esthétique finalement un sens narratif. C'est-à-dire qu'ici, en fait, il s'agit de personnages d'une renarde qui est capable de se transformer en être humain. Et ici, par exemple, ce fameux Tengu carré. Alors, le Tengu, c'est une sorte de personnage euh, qui a plutôt l'aspect d'un être humain, mais ici aussi qui a aussi un peu l'aspect d'un oiseau, qui va remarquer la supercherie du camouflage de cette renarde, puisqu'il dit que son ombre ne la trompe pas. En fait, finalement, on peut savoir que c'est une renarde grâce à son ombre. Donc là, ici, l'esthétique de l'ombre a un sens réellement, n'a pas qu'un sens purement esthétique, mais aussi un sens narratif. Ici, la couverture donc, de ce fameux Tangu carré, édité à l'association. Donc en fait, c'est une sorte encore une fois, une bande de bandits. euh, et les principaux chefs sont la renarde et le champignon, qui sont capables de se changer, de se métamorphoser très rapidement, comme on peut voir ici. Hein. En à peine 2 cases, ils ont changé leur forme fantastique en forme humaine, et personne n'est capable de les reconnaître. Donc en fait, cette histoire du Tengu carré, c'est aussi encore une fois un prétexte de montrer un peu tout le bestiaire des légendes japonaises ici. Par exemple, on peut voir par exemple des œufs aussi qui sont capables de se mouvoir, forcément
le champignon et la renarde, et aussi cet amour que va montrer assez précocement finalement David B. Aussi pour les guerres, pour ces scènes de bataille de guerre. euh, Sans doute des choses qu'il pouvait dessiner étant enfant, non? Parce que je sais personnellement que je dessinais beaucoup de personnages qui faisaient la guerre quand j'étais petit, donc ça me rappelle un petit peu. C'est pour ça, c'est aussi un peu mon amour pour David B aussi, c'est que il a gardé un peu cet enthousiasme d'enfant, non, de dessiner des guerres, non, ou des personnes avec des armes. Ou alors ici, normalement, c'est le premier livre, voilà, édité par l'association, euh, le premier roman graphique, on pourrait dire. Donc ici, ça s'appelle le cheval blême. Et d'ailleurs, David B va être représenté au début de sa carrière, toujours accompagné par un cheval blême, un cheval un peu moribond. Ici, ça va être aussi une des thématiques de David B, surtout le rêve. Ici, on peut voir d'ailleurs que ces rêves sont même datés. On dirait un travail psychanalytique réellement. Et donc, il note ses rêves et il y a une sorte de mariage entre l'écrit et le dessin, là, comme on peut voir. Et en fait, cette idée, en fait, il va la garder longtemps dans sa carrière, puisque, par exemple, ici, c'est un autre travail qui s'appelle Les incidents de la nuit. Donc, en fait, ici, on a l'impression que c'est assez réaliste. D'ailleurs, c'est David B qui se représente lui-même. Là, il commence à peine à faire ses histoires autobiographiques. C'est aussi finalement un des premiers auteurs qui a généralisé un peu l'autobiographie dessinée. Ici, il va rencontrer en fait dans une bibliothèque les fameux romans Les Incidents de la nuit, comme il dit à peu près sont du 19e siècle. Ils sont gravés d'ailleurs. Et il dit, et ici il y a un peu l'idée du rêve, parce qu'il dit, ah je cherche le numéro un dans cette bibliothèque, donc dans son rêve. Et finalement il dit, je pense l'avoir trouvé, mais finalement je trouve ici le numéro 112. Donc ici on est vraiment exactement dans la logique du rêve. On a toujours cette esthétique, par exemple, d'ombre, que c'est bien géré David B. Et il s'invente un peu des mythologies au niveau de la littérature. La littérature aussi, on va voir que c'est une des thématiques très importantes pour David B. Par exemple, on le voit ici, il imite aussi un peu une esthétique justement de gravure. Euh, Ici, il imite un peu la graphie, hein, des anciens livres, des anciennes revues, dont il est tombé amoureux. Comme je disais, il généralise cette autobiographie dessinée, notamment dans un voyage en Égypte qui s'appelle Siva. Ici, on peut le voir. Donc, il est embêté un petit peu par des religieux. En fait, ça faisait partie d'une sorte de reportage en bande dessinée qu'a commencé dans les années 90 l'association. Donc ici, c'est un des exemplaires de reportages dessinés qu'ont fait tantôt David B, Baudouin, Golo et Jean-Claude Menu, qui étaient tous, enfin surtout Jean-Claude Menu, qui faisait tous partie de l'association à cette époque, parce que Jean-Claude Menu était euh, on va dire, le directeur de cette association. En fait, l'idée de s'associer, elle va perdurer chez David B et il va profiter en fait de plusieurs ateliers. Le premier atelier s'appelle l'atelier Nawak, je crois que je vous l'ai présenté aussi en vous présentant Lewis Trondheim. Et là, on peut voir par exemple un plan, sans doute dessiné d'ailleurs par le même Lewis Trondheim. On peut voir par exemple, je crois, Jean-Claude Dufour, Brigitte Fincali, qui est la femme de Lewis Trondheim, Didier Tronchet aussi, dont j'ai parlé j'ai parlé de lui quand j'ai parlé du fluide glacial. Euh, Aussi, on voit Jean-Claude Menu au milieu de l'atelier et David B qui avait son petit bureau à droite dans cet atelier qui s'appelait l'atelier Nawak, hein. En fait, c'était une sorte de regroupement, voilà, d'auteurs qui faisait perdurer finalement cette idée de l'association. L'association serait plutôt en fait la maison d'édition et l'atelier Nawak servait en fait à se regrouper un peu comme une petite usine. Tous ensemble, ils faisaient leur bande dessinée. Alors, ils faisaient chacun leur propre bande dessinée, mais ils s'influençaient. Et par exemple, on sait que Lewis Trondheim a travaillé avec Monsieur Dufour, avec Jean-Claude Menu. Et pareil, David B, plus tard d'ailleurs, va travailler avec, à la fois avec la Lewis Trondheim et d'autres auteurs de l'atelier Nawak, puisque ensuite ils vont créer un autre atelier, encore avec d'autres auteurs aussi très importants, Christophe Blain, Émile Bravo, ou alors ici Johann Svar, sont d'autres auteurs très importants qu'il va rencontrer et dont avec eux il va pouvoir former un autre atelier très célèbre qui s'appelait l'atelier des Vosges, qui était justement situé près des places des Vosges à Paris. Donc là il va rencontrer de grands auteurs et avec lesquels il va finalement avoir plus d'affinité pour pouvoir faire des œuvres en commun.
véritablement en association. Un des premiers travaux qu'il fait avec Johann Sfar, par exemple. Ici, on peut reconnaître d'ailleurs totalement l'esthétique de Johann Sfar et, euh, et un petit peu finalement l'esthétique aussi de David B, peut-être avec ses bâtiments hein, qui sont aussi tout en ombrage. Mais par contre, le personnage féminin est totalement du monde de Johann Sfar. Il va s'influencer avec Christophe Blain. Christophe Blain, c'est aussi un célèbre dessinateur. Et notamment, je pense, pour ces histoires de pirates, parce que Christophe Blain va faire toute une série qui s'appelle Isaac le pirate, et ça va sans doute justement inspirer David B, qui va aussi faire sa petite histoire de pirate, je crois, donc une histoire qui s'appelle Le Roi Rose. On remarque d'ailleurs que David B est toujours en train de travailler en noir et blanc, hein, pour l'instant dans sa carrière, à part quand il est justement en travaillant avec d'autres auteurs. Ici, on a un autre auteur très important, puisque c'est le dernier récipiendaire euh, d'Angoulême, récipiendaire de 2020, avec lequel il va travailler sur le Capitaine Fracasse. Donc là, on peut reconnaître les traits, non de David B, mais plutôt l'esthétique du récipiendaire 2020, Monsieur Guibert. Et aussi, on peut reconnaître peut-être des personnages un peu de la mythologie de David B. D'ailleurs, il ressemble un petit peu à David B, ce personnage des capitaines, non? Personnage mystérieux qui vient d'un monde un peu totalement de fiction, non? Ou de légende, le capitaine Fracasse. Donc ça vient un peu de l'esthétique de David B. qui a écrit cette histoire. Et finalement, l'esthétique graphique vient de Monsieur Guibert, qui est reconnaissable, par exemple, avec ce côté très réaliste, puisque Monsieur Guibert, par exemple, s'aide de photographie pour dessiner. Autre travail fait seulement comme scénariste. Il faut savoir que David B a commencé en fait comme scénariste de bande dessinée. Il n'a pas commencé à dessiner. D'ailleurs, c'est fort dommage. Mais ici, on peut reconnaître un travail qu'il a écrit qui s'appelle Léonora. Donc, pareil ici, empreint d'esthétique finalement du Moyen Âge. Toujours en fait en train de chercher dans les esthétiques du passé, David B. Et il n'a pas dessiné ici cet homme, mais on voit que toute l'esthétique finalement de Pauline Martin finalement a été repris totalement hein, de l'esthétique finalement de David B, puisqu'on reconnaît, on reconnaît encore une fois ces forêts obscures qu'il va réutiliser. Non et qu'il avait déjà utilisé. En fait, tout ce monde de BD, qui est sorti de la fois de l'atelier Nawak et l'atelier des Vosges, a été nommé après plus tard par on va dire par on pourrait dire comme des journalistes, des experts ou bien oui, des intellectuels de la bande dessinée, tous ces artistes, tantôt David B. ou Nicolas de Crécy, ou même on pourrait dire d'un côté aussi Lewis Trondheim, Johann Sfar qu'on a vu tout à l'heure, Monsieur Guibert, hein, le dernier récipiendaire du Grand Prix de la ville d'Angoulême, et Monsieur Blin, tous vont être ils vont être, on va dire, rassemblés dans ce qu'on va appeler la nouvelle bande dessinée. C'est-à-dire une bande dessinée normalement qui était un peu réfractaire justement à la tradition franco-belge de la bande dessinée, comme Tintin, Alix, Gaston, Lucky Luke. On va dire que toute cette nouvelle bande dessinée va être une sorte d'opposition critique, comme un peu faisait la nouvelle vague à son époque dans les années 60, ou la fin des années 50 contre le cinéma classique, ou le cinéma de papa. En fait, le fait de les avoir englobés dans la nouvelle bande dessinée, tantôt David B. et Lewis Trondheim, finalement, ça ne va pas les empêcher, au final, de travailler sur, finalement, des classiques de la bande dessinée. Par exemple, ici, c'est David B. Qui va faire le scénario d'Alix, hein, qui est un des plus grands représentants de la BD franco-belge classique, hein, de la revue Tintin, par exemple. On sait aussi l'amour que David B portait à Tintin. Par exemple, ici, je vous montre une des dernières planches de Tintin au Congo. Je ne sais pas si vous la connaissez. Et par exemple, elle a été totalement calquée dans une histoire, alors pas dans une histoire dessinée par David B, mais une des premières histoires scénarisées. D'ailleurs, c'est la première histoire qui a été éditée, scénarisée par David B. Il a repris, comme une espèce de gag, ils ont repris à la fin de leur bande dessinée exactement la même planche, hein, quasi à l'identique de l'histoire de Tintin dans un de ses premiers travaux. Donc on peut souligner ici que David B a toujours eu un amour finalement pour la bande dessinée classique, non? Et donc ce n'est pas vraiment juste de le qualifier de le mettre dans la nouvelle bande dessinée, puisqu'il a finalement un amour pour tout type de bande dessinée.
Dans ses ateliers, il a aussi rencontré Marjane Satrapi, la célèbre autrice de Persépolis. Et on peut remarquer d'ailleurs qu'il y a vraiment un parallèle entre l'esthétique de Marjane Satrapi et David B. Il y a même certains détracteurs, peut-être dont je fais partie, qui pensent que Marjane Satrapi finalement a copié l'esthétique réellement de David B. Donc avec tous ces échanges et toutes ces associations, on peut dire que David B finalement a fait son propre Persépolis, a fait sa propre ascension, sans mauvais jeu de mots, euh, ou c'est une sorte d'association peut-être avec lui-même, où justement il a écrit une grande bande dessinée autobiographique, un grand roman graphique si vous voulez, en 6 épisodes qui s'appelle L'Ascension du Haut Mal. Le Homal, qu'est-ce que c'est? C'est pas forcément ce bestiaire hein, d'animaux de légende qui pousse derrière ces jeunes personnes, mais sinon l'ascension du Homal, c'était la manière en fait antique dont les scientifiques parlaient, la manière dont ils parlaient de l'épilepsie. Et l'épilepsie, c'est la maladie qu'a le grand frère de David Bochart. Donc ici, on peut reconnaître le grand frère qui, après euh, plusieurs crises épileptiques, est tombé et a beaucoup de cicatrices. Donc là, ici, en fait, dans cette histoire autobiographique, on a à la fois des flashbacks, euh, des retours en avant, des retours en arrière dans cette histoire, puisque ici, ça fait partie du premier tome. Voilà, ici par exemple, toujours avec son esthétique de noir et blanc, ici il nous apprend comment la maladie est entrée. Elle est entrée sans s'inviter dans la maison. Ici, on peut revoir avec les lunettes, en fait, c'est le grand frère de David B. David Bochart est ici assis à gauche, et là, toute sa famille, sa mère, sa sœur et son père. Donc ici, à chaque fois, le haut mal ou l'épilepsie est représenté comme une sorte de dragon. Il y a des épisodes très à la fois bon, à la fois assez dramatiques forcément pour la maladie. D'ailleurs, c'est pour ça, on peut dire que c'est pour ça que David B a un amour, je ne sais pas si c'est un amour de la mort, mais a une attirance, une grande attirance pour la mort, parce qu'il dit à chaque fois que mon frère avait des crises, en fait, on vivait une petite mort en famille. Il y a des épisodes quand même assez rigolos. Par exemple, la mère de David va tout tenter pour essayer de guérir son fils aîné, qui est malade d'épilepsie. Et donc, par exemple, ils vont aller dans un centre ici, un des épisodes les plus marquants, non? C'est quand ils vont dans une sorte de centre macrobiotique. Et en fait, ici, on voit un peu toutes les personnes qui ont chacun leur théorie sur comment manger, par exemple, du riz. Ah, on doit mâcher 1000 fois, non, avant de se resservir une bouchée. Donc, il y a une sens vraiment comique. Et on voit que souvent, ces centres, souvent aussi, ils utilisent aussi une sorte de charlatanisme. Donc, il y a à la fois un côté dramatique et humoristique, non, dans tous ces passages, toutes les fois où la famille, où David B et sa famille vont rencontrer une sorte de tout type de chaman, non, pour essayer de guérir la maladie du grand frère. Ici encore une fois, on voit un peu l'amour, comme je disais, de David B, un peu justement pour ses fantômes, pour tout ce bestiaire de la mort, ou ce bestiaire imaginaire, finalement qui protège le petit David B contre les maladies. Cette histoire est censée être adaptée au cinéma, un film d'animation, comme l'a été Persepolis. Le projet a commencé en 2014 et je crois qu'il n'est toujours pas terminé, donc peut-être que c'est un projet qui ne va jamais voir le jour malheureusement. Mais ici, il a été commencé, vous pouvez voir 2 bandes annonces sur Internet, et notamment ici, on peut reconnaître le petit David qui est protégé par une sorte d'armée de Gengis Khan contre l'épilepsie. Et on peut remarquer ici qu'il y a des rajouts de teintes de couleurs. Donc ce ne sera pas un film d'animation totalement noir et blanc, mais peut-être encore une fois un petit peu comme Persepolis, qui joue aussi un peu avec certaines couleurs. Ce court-métrage d'animation va jouer aussi un petit peu avec la couleur. Et finalement, on va pouvoir dire que David B va rentrer finalement dans cette esthétique de la couleur. Ça va se soumettre un petit peu au code de la bande dessinée classique. D'ailleurs, cette bande dessinée a un format plus classique. C'est le fameux, je crois, format, si je dis pas de bêtises, ça a l'air d'être un format A3, le format de l'album de bande dessinée. Ici, donc, il va se mesurer au mille et une nuits, hein, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment d'histoire dans laquelle David B ne peut pas se mesurer, comme ce petit personnage des mille et une nuits. Dans Hasib est la reine des serpents. Donc ici, encore une fois, réellement, ici, on peut dire que David B est plus un dessinateur, est plus un auteur graphique. Euh, enfin, c'est vraiment un auteur complet, mais je veux dire que on,
on peut dire qu'il est vraiment du côté du graphisme. La preuve, cette bande dessinée, qui s'est mariée, encore une fois, son petit côté très reconnaissable des ombres, mais aussi, encore une fois, le mariage à la couleur, là, qui a été totalement réussi, je pense. Notamment ici, on retrouve encore une fois des bestiaires de légende, hein. Donc ce sorte de personnage qui ressemble, je sais pas, ça pourrait être à la fois un minotaure du monde oriental qui est en train de fracasser une autre personne devant une sorte de trône. Donc on a l'impression aussi de légende un peu babylonienne ici. Donc il va garder cette esthétique de couleur et d'ombre dans ses derniers travaux. Ici c'est le dernier travaux 2020. Et comme je dis, je le mettrais plutôt du côté du graphisme, parce qu'encore une fois ici, au scénario, c'est Johan Sfar et Lewis Trondheim, mais donc ici, c'est David B qui se cherche seulement du dessin, donc c'est pour montrer encore une fois que on va le mettre du côté de l'esthétisme, hein. C'est un auteur complet, mais surtout, euh, voilà, il raconte avec son dessin, exactement. Encore une fois, ici, par son talent, il a fait la lecture des ruines et cette histoire est l'équivalent d'un roman, puisqu'elle a été éditée d'ailleurs sous le nom de roman. Vous allez voir, c'est une bande dessinée finalement assez classique. On remarque ici encore une fois le jeu de la couleur et du noir et blanc, par exemple dans tout cet attirail militaire. Et finalement, voilà, on va pouvoir dire que, encore une fois, que David Bay est inspiré d'un autre artiste qui est passé, d'un autre auteur vraiment de bande dessinée qui est passé par l'école d'art appliqué, qui a eu aussi Georges Pichard comme maître. On va parler de Jacques Tardy. Par exemple, ici, vous avez un épisode de La Guerre des étrangers, donc on voit aussi la fascination aussi, dont je vous avais parlé il y a quelque temps aussi dans une autre capsule de Jacques Tardy, la fascination de Jacques Tardy pour la guerre, et notamment ici on pourrait voir une fascination un peu pour l'attirail militaire, qu'a gardé finalement David B, hein, s'est inspiré un peu peut-être plus du côté thématique que du côté graphique, mais on retrouve ici ces canons. Ici, chez David B, ça ne va pas être des canons ordinaires, sinon ça va être des canons à rêve. C'est-à-dire que ces canons vont être destinés à tuer les rêves des ennemis. Donc ici, encore une fois, on a toujours encore une fois une esthétique onirique, hein, une thématique pardon, onirique, surréaliste, du rêve. Enfin, ça se mélange, militaire, la guerre, le monde de la mort. Donc tout se rassemble finalement aussi dans ses derniers albums. Ensuite, David Bay a remporté un prix à Blois, dans la ville de Blois. Donc ça paraît anecdotique, mais ça lui a permis de rencontrer un grand professeur de Sciences Po, notamment aussi un personnage, on va dire, politique, qui a été très influencé du monde, enfin qui connaît très bien le monde, tant le monde arabe et le monde musulman. Et finalement, ils vont s'associer tous les deux, David B et Jean-Pierre Filiou, va faire une sorte de documentaire, une sorte de docu-BD, pardon, pas bidon, mais BD, justement qui s'appelle Les meilleurs ennemis, hein. En fait, on nous parle ici d'une histoire des relations qu'on ne soupçonnait peut-être pas forcément entre les États-Unis et le Moyen-Orient, qui date finalement de 1783, on va dire vers la création des États-Unis, jusqu'à aujourd'hui, en fait, avec ce qui s'est passé notamment durant le 11 septembre. Ici, je crois que ça s'arrête jusqu'à la guerre de Syrie. Voilà, malheureusement, je vous laisse un peu avec une image un petit peu apocalyptique, mais j'espère qu'on se revoit très bientôt. J'aimerais peut-être vous parler cette fois, pourquoi pas, de manga, ou continuer aussi avec tous ces auteurs de l'association. Je vous remercie beaucoup et à bientôt.